J'avais fait une fellation à un homme pour 1 gramme de coke. J'avais 17 ans. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash de viol. J'ai dû aller jusqu'à le menacer avec une arme pour qu'il me fasse sortir. Il n'y a pas assez de doigts dans ma famille pour compter le nombre de viols que j'ai subis durant cette période. Si je puis dire, une bonne cinquantaine. Si la fatalité, c'était de mourir de la drogue, il fallait bien mourir de quelque chose. Bonjour, moi c'est Lisa, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment à 13 ans je suis tombée accro à plusieurs drogues suite au harcèlement scolaire. Et suite à ça, j'ai dû me prostituer pour payer mes consommations et je vais vous raconter ça sur Legend Story aujourd'hui. Alors je suis tombée dans l'addiction assez jeune, du coup, par rapport au harcèlement que j'ai pu vivre. En fait, je fumais avec des copains à la gare routière en rentrant le soir, juste un amusement. Et puis finalement, en fait, j'ai trouvé ça plutôt bien et je trouvais que ça détendait vachement. Donc avec le harcèlement, il est vrai que j'avais tendance à en fumer histoire de me détendre. Et puis du coup, de fil en aiguille, c'est venu assez régulièrement. Et puis quand tu commences à fumer toute seule, automatiquement, tu rentres dans l'addiction. Tu subissais quoi comme harcèlement à l'école ? À l'école, en fait, très tôt, je me rappelle, c'était des garçons qui avaient découvert un paquet de serviettes hygiéniques dans mon sac et qui, du coup, m'avaient traité de pute. C'était en 6e, c'était des enfants, mais bon, c'est assez cocasse. Et donc, du coup, c'est parti très loin parce que les rumeurs, et puis à cet âge-là, c'est violences physiques, morales. Les profs, je me suis plainte plusieurs fois, ils n'ont rien fait. L'établissement scolaire non plus, enfin, les directeurs, tout ça. C'était toujours, si votre fille n'est pas à l'aise dans notre collège, qu'elle s'en aille. Et donc, j'ai fait 4 collèges sur toutes mes années de collège. Comment tu fais pour acheter de la bœuf ou du shit en 5e ? Alors au début, en fait, c'est juste avec les copains, donc j'en achetais pas forcément. Mais sinon, on se dépannait. Tiens, j'ai une petite tête de bœuf, je te la passe. Et puis on fumait comme ça. Et puis sinon, je piquais un petit peu des sous, c'est pas bien. Je piquais des sous à mes parents. Et ensuite, du coup, tu tombes dans la kétamine. Ouais. C'est quoi déjà la kétamine ? Alors la kétamine, c'est un anesthésiant pour cheval de base. Et en fait, c'est une texture qui de base est liquide. Qu'on travaille dans une poêle, on la met à chauffer. Et puis ça fait des petits cristaux un peu comme du caramel. Et puis après, une fois que c'est refroidi, donc dur, on en fait de la poudre. Et c'est une substance qui tue énormément et qui est très violente. Mais les effets sont très agréables sur le moment. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, c'est horrible. Non ? Et ça, tu tombes à quel âge ? En 3e ? Alors, je tombe pas dedans, c'est-à-dire que je cherchais surtout à avoir un effet plus fort que le joint, parce qu'à l'époque en 3e, suite à l'agression, il est vrai que le joint, c'était pas du tout suffisant et qu'il me fallait vraiment beaucoup plus fort et que je savais qu'avec plus fort, je pourrais aller mieux, c'est paradoxal. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça avec un contact sur Snapchat. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée sur la petite annonce, si je puis dire, et donc comme ça que j'ai commencé à en prendre. Et les redescentes sont pas trop difficiles ? T'arrives à aller au collège ? Alors j'arrive à aller au collège, oui. Je sais que j'ai plusieurs fois des amis qui m'ont portée pour aller en cours. J'étais présente en cours, les profs savaient que j'avais des problèmes de toxicomanie, marqués absente. Ils ne mettaient pas de 0, ils savaient que c'était compliqué pour moi. Mais mes amis, oui, me portaient pour aller en cours. Des fois, je m'étalais sur le sol devant l'entrée du collège. C'était particulier, mais j'y allais quand même. Que disent tes parents à ce moment-là ? Mon père, il est dans l'incompréhension parce qu'il y a un chemin. Et ce chemin-là, que lui nous a créé de par l'éducation, de par la manière dont ils nous ont élevés, qui est d'ailleurs ce qui est très bizarre avec mon histoire, c'est que j'ai une super éducation, j'ai été élevée un peu comme une princesse. Et lui, il m'avait prédéfini un chemin et j'ai pas suivi ce chemin-là et il n'a pas forcément compris. Et ma mère, elle était dans le plus grand désarroi. Je pense à une grave dépression sévère, on n'en a jamais trop parlé parce que c'est un sujet un peu tabou, mais elle était pas bien du tout. Ils savent que t'es toxicomane déjà en 3e seulement ? Toxicomane, je sais pas si on parle encore de ce terme-là, si on parlait de ce terme-là à l'époque, mais je sais que les médecins avaient parlé d'un trouble borderline. C'en est devenu aussi une addiction, donc en fait j'avais beaucoup de tendances addictives. Il y avait la scarification, j'ai eu beaucoup de TCA aussi, le fait de pouvoir contrôler le poids, donc c'est aussi une addiction, et puis les drogues. Et en fait c'est ce qu'on appelle le trouble borderline. Donc c'est un trouble qui pousse toujours dans les extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu. Quand il y a une envie, il faut qu'on aille jusqu'au bout, quitte à y laisser sa peau. C'est plus fort que nous, c'est une maladie. Et du coup, en 3e, alors que tu es sous kétamine, ouais. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans le bus ? Le matin, avant d'aller dans le bus, j'ai pris un rail de kétamine pour tester, justement. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans le bus et j'ai rejoint mon ami
qui en a profité du moins pour m'agresser sexuellement. Et il s'avère que c'était le bus scolaire, donc forcément il y avait plein de gens dans le bus et beaucoup de personnes l'ont su et vu, enfin qui ont partagé ça partout dans le collège et je suis passée déjà qu'on me traitait de pute, donc je suis passée encore pire que ce que j'étais déjà. T'as porté plainte? J'avais pas de preuves. Et puis moi, à cet âge-là, j'avais l'impression que c'était moi la fautive puisque j'avais pris de la drogue, comme si c'était de ma faute, bien fait pour moi. Et quand mes parents m'ont récupérée le soir, ils m'ont demandé est-ce que tu l'as voulu? Je leur ai dit oui, vous en faites pas, je l'ai voulu. Alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai pu en parler au service psychiatrique dans lequel j'ai été internée quelques jours après, pour des scarifications. Pour leur expliquer qu'effectivement, j'avais pas donné mon consentement et que la seule chose que je me rappelle de ce moment, c'est un bout de mon cartable. Donc je fumais beaucoup chez moi, je fumais peut-être une dizaine de joints par jour, parce que j'ai eu des moments où j'allais pas en cours pendant 2 semaines, 3 semaines. En tout, je pense que sur mon année de 3e, j'ai dû me faire moins de 3 mois. Et j'ai quand même eu mon brevet. Mais ouais, moins de 3 mois. Donc j'étais souvent à l'hôpital, à la maison. Quand j'étais à la maison, je fumais. Je me scarifiais, je prenais aussi beaucoup d'antidépresseurs, je les volais dans la pharmacie de mes parents et je me dopais aussi avec quand j'avais pas de joint. À l'époque, j'avais pas encore de drogue dure chez moi. Mais ouais, ce moment-là où est-ce qu'au collège, je me battais avec des filles parce que j'arrivais pas à me faire asseoir, j'arrivais pas à ce que les gens comprennent dans quel état j'étais. Pour le coup, dans ce collège-là, tout le corps enseignant était avec moi. J'ai eu énormément de soutien. Mais peut-être même qu'avec autant de soutien que j'avais, je me suis dit, je peux peut-être me laisser tomber. Et de toute façon, il y aura du monde pour me relever. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aussi menée vers ma perte à ce moment-là. Et donc après, ouais, je suis partie en foyer suite à une redescente, enfin pas une redescente, mais un syndrome de manque à cause du shit. À l'époque, je fumais une vingtaine de joints par jour parce que du coup, j'allais plus en cours. Donc j'étais totalement en dehors du système tout court, en fait. Et donc, je fumais un joint, je me les pré-roulais, je m'en pré-roulais une vingtaine, j'en fumais un. J'allais manger et je me rendormais. Je me relevais, je reprenais un dans mon pot, un joint, je le fumais, j'allais manger, j'allais boire un truc et je me rendormais. Et en fait, mes journées, c'était ça tout le long et du coup, mes nuits également. Donc en fait, j'avais plus aucun rythme, sauf que ça a dû durer peut-être comme ça, pas long, 2 semaines, mais le corps a suffisamment le temps d'en prendre plein la face. Et du coup, au moment où est-ce que ça s'est stoppé, parce que mon père n'a pas voulu que j'en rachète, ce qui est totalement normal, du coup, j'ai fait une crise psychotique. Et en fait, je me suis vue agresser mon père et mettre fin à sa vie parce qu'il m'avait refusé l'achat de ma drogue, en fait. Et donc, c'est là que les services sociaux m'ont pris en charge et ont décrété que c'était une situation d'urgence pour moi et pour ma famille. De base, ce genre de foyer, on y reste 2-3 mois. C'est vraiment des personnes qu'on récupère en situation de crise et j'y suis restée au total 11 mois. C'était quand même vachement laxiste parce que du coup, y a beaucoup d'enfants à charge. Quand il n'y a que 3 éducateurs et que c'est des enfants qui ont tous des gros problèmes psychologiques dus à une déchirure familiale ou à des traumatismes familiaux, du coup, les éducateurs n'ont pas le temps. Ils sont très restreints par leurs supérieurs. Donc nous, on est un peu laissés tel quel et on s'est vite fait la porte ouverte aux conneries. Et on en profitait bien. J'avoue qu'on a profité de leur galère d'éducateurs pour se mettre un petit peu à mal aussi. En foyer, j'ai beaucoup fugué. Sur la totalité des 11 mois que j'ai passés là-bas, j'en ai passé 4,5 en fugue. Donc je partais dans la semaine, je partais dans le week-end. Enfin, en fait, il n'y avait pas vraiment de date. Juste, je partais quand j'en avais envie, puis quand j'en avais marre. Et je partais rejoindre des amis que j'avais rencontrés, avec qui, là, pour le coup, on prenait beaucoup de drogue. Donc, on prenait de l'AK, on prenait du LSD qu'on se mettait directement en goutte sur la langue. C'est pas bien dit comme ça. Donc, normalement, le LSD, c'est sur un petit bout de carton avec une goutte du produit dessus. Et là, on était tellement dans la folie qu'on le mettait directement sur la langue. Il y en avait qui le mettaient dans les yeux. J'ai essayé. J'ai des taches dans les yeux maintenant. Donc c'était LSD, kétamine, Taz, coke. Je sais pas si on en avait beaucoup à cette époque-là parce que la coke c'est vachement par secteur. Et puis par rapport au budget aussi. En tout cas, c'était toutes ces drogues ultra psychédéliques où est-ce qu'on s'emmenait dans des mondes complètement loufoques. Mais ça me faisait aussi, ça me permettait de sortir de mon quotidien un peu merdique tout de même. C'était ça le but des drogues? Oui. Ah, puis on voit tout un autre monde et puis le monde est tout de suite plus joli. Les murs sont colorés,
L'herbe bouge, elle a des formes, elle prend parfois même une allure vivante. C'est très bizarre dit comme ça, mais je me rappelle une fois être bloquée sur un fossé en voyant des singes, des prairies, mais dans un fossé de gravier, quoi. Donc on voit des très belles choses, mais malheureusement, ce qui se passe après, c'est tout autre. C'était vraiment m'échapper dans un autre monde et puis mettre le plus loin possible la vraie vie sur le côté, quoi, le mettre la plus sur le côté. Et puis m'enfermer là-dedans, et de toute façon, c'est tellement plus beau que de réouvrir les yeux et de se rendre compte de ce qui se passe. J'ai commencé aussi la première fois pour une passe, un mec que j'avais rencontré sur Snap pour de la coke. Et ça a été ma première expérience sans Mac. C'est-à-dire une passe? Une passe, c'est un acte de prostitution, du coup. J'avais fait une fellation à un homme pour 1 gramme de coke. Le 18 décembre 2020, je suis en soirée avec mon ex-petite amie. On me fait boire beaucoup et on me fait fumer. Et c'est un garçon, du coup, qui je pensais être quelqu'un de bien. Et puis finalement gentil, puisqu'il me faisait partager ses consommations. Et en fait, le soir, on s'est retrouvés à dormir chez lui. Et lui ne voulait pas que je dorme avec mon petit ami de l'époque par peur qu'on fasse des choses. Et du coup, il a décidé que lui se mettrait à côté de moi. Il en a profité pour m'attoucher sexuellement et me violer. Chose que j'ai tout de suite compris, pour le coup. Contrairement à l'autre, je savais que ce n'était pas de ma faute. Il avait fait ce qu'il avait fait. Et donc, dès le surlendemain, je crois, j'ai été portée plainte. Et plainte et procédure qui a duré 7 mois. Et lui a été interrogé au bout de 6 mois et demi. Il a attesté que non, il ne m'avait pas violée. Et donc, on m'a rendu mes affaires. Tachée de sperme. On m'a rendu les papiers avec une procédure de non-lieu, jugée par le département de la justice. Tu crois plus en la justice aujourd'hui? Aujourd'hui, non, je crois pas en la justice. Les violeurs, c'est des gens qu'on croise partout. Ils ont tous leurs droits, c'est limite, ils ont le plus le droit que tout le monde. Aujourd'hui, même en tant que toxicomane, on a moins de droits qu'eux. On est plus souvent réprimés qu'eux. C'est horrible. À ce moment-là, tes parents, ils t'aident, ils essayent de t'aider? J'ai coupé les ponts avec mon père à ce moment-là. On se voyait de temps en temps, j'avais des permissions pour aller chez ma famille. Le foyer pouvait autoriser ça de temps en temps en fonction de l'état du jeune qui était accueilli. Et il est vrai que des fois, j'avais envie de retourner chez mes parents, mais ça durait pas plus de 48 heures et ça partait tout de suite en vrille. Et le contexte, mon père était très en colère après moi parce que sa femme, ma mère, était complètement désemparée, au bout du rouleau. Je ne sais même pas comment elle avançait à ce moment-là. Puis j'ai une petite sœur aussi qui, elle, qui s'est enfermée dans un monde. Elle, pour le coup, elle n'a pas pris de drogue, elle s'est créée un monde. Donc pour parachuter les embrouilles de famille. Dû à ma toxicomanie, les problèmes que j'ai fait subir à ma famille finalement. Et elle a beaucoup d'anxiété. Au collège, des fois, elle est désemparée, pareil. Elle peut faire des anxiétés sociales. Et puis, elle réutilise aussi beaucoup mon histoire. Elle est danseuse. Et là, récemment, elle a fait une danse sur laquelle elle a utilisé un vocal de moi qui lui raconte mes troubles. Et donc, elle s'en sert tout le temps, dans ses cours, dans ses dissertes, tout le temps. Mais elle a beaucoup de séquelles psychologiques suite à tout ça. Après le foyer, alors on me donne un appartement qui s'appelle... c'est un appartement d'accompagnement de jeunes majeurs en semi-autonomie. Donc, c'est-à-dire qu'on nous met dans un appartement et on a des rapports à rendre aux éducateurs. C'est-à-dire qu'ils viennent nous rendre visite et donc voir comment on tient notre appartement. Est-ce qu'on s'est tenu sur nos engagements, par exemple, pour aller chercher du travail, chercher des stages, pour toujours être un petit peu en mouvement dans la vie de tous les jours. Et puis, on était nourris, logés et un petit peu blanchis aussi. Donc, tout ça par les services sociaux de l'État. J'ai mal utilisé aussi cet argent-là, donné, du coup. Cet appartement, 2 jours après, j'ai revu une amie que j'avais pu voir en foyer, que j'avais rencontrée, qui me dit, ce soir, je fais une soirée trip, donc LSD. Et donc, je lui dis, bah ouais, carrément. Et puis à ce moment-là, j'en avais besoin parce que pareil, je changeais encore de monde, d'habitude, d'être en semi-autonomie. Finalement, c'est ce que je voulais tellement. Je me rendais bien compte que c'était pas facile d'être toute seule dans un petit appart de 9 mètres carrés. Donc, je l'ai suivie. Et cette soirée ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle a duré très longtemps. Le lendemain, on en a encore repris. Et quand on en prend une fois, un jour, le lendemain, il faut en prendre 2 pour avoir les effets, parce qu'il faut toujours augmenter les doses pour espérer avoir une petite émotion avec la drogue, quoi.
Après ces soirées-là, on avait pas mal d'amis, donc c'était tous des personnes qui faisaient la manche, des personnes qui avaient des situations de vie très très complexes. Et donc on vivait dans ce qu'on appelait des squats. Il y avait des poux, des chiens, c'était assez délabré, mais en fait on vivait pas tellement là-dedans, on se défonçait juste et puis on passait notre journée défoncée dans l'appartement, à Vachy. Et en fait ça ne cessait de s'arrêter, de rencontrer des personnes, du coup découvrir aussi d'autres drogues, parce qu'en fonction des secteurs, des personnes que tu rencontres, il y a des nouvelles drogues aussi qui arrivent. Je pense qu'il n'y avait pas un jour où est-ce que j'en avais pas cette période-là, oui. Dans mes souvenirs, je prévoyais quand même le fait de me dire, là, attention, il me reste tant de grammes, si je veux pouvoir en avoir pour demain, il faut que j'aille en chercher ou il faut que quelqu'un puisse me dépanner. Il y avait vachement de dépanne quand même à ce moment-là. Je me disais que quoi qu'il arrive, si la fatalité c'était de mourir de la drogue, il fallait bien mourir de quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, comment tu payais ta consommation? J'ai eu un rapport avec un homme qui m'a dit que je couchais bien et que donc du coup, il était possible que je puisse vendre mon corps et qu'il pouvait avoir un contact pour ça, pour payer ma drogue, parce que lui savait que je me droguais. Et à cette époque-là, j'avais pas trop le choix et je savais plus comment faire. Donc effectivement, j'ai accepté et j'ai rencontré cet homme pour me prostituer. J'avais 17 ans. Donc tu commences la prostitution, ça dérange pas les clients que tu sois mineur? Non, au contraire, il y en avait même qui préféraient. C'est très cru, très trash, mais c'est un grand fantasme. Je sais pas si c'est purement français, mais c'est vraiment un grand fantasme, les enfants. J'avais des demandes hyper particulières que parfois je me permettais de refuser. Sur des sièges bébés, avec des tenues d'enfants. C'était très, très, très particulier. Tu gagnais combien d'argent par jour? Par jour, on peut compter 1000, 1500. Ça dépend des journées. Il y avait aussi des nuits. C'était très dur. Il y a eu une nuit où est-ce que j'ai été chez un garçon, un homme du moins, parce qu'il avait peut-être 35 ans par là, qui m'avait montré alors ce qu'il fallait pour faire ce genre de passe, donc toute une nuit. Il fallait demander à l'homme d'envoyer une photo de ses billets, savoir s'il avait bien l'argent pour être sûr du déplacement et de l'engagement pour moi aussi que c'était. Et donc il m'avait envoyé la photo avec les billets. Il est venu me chercher en Uber, il m'a ramené à son appartement et j'ai bien cru que j'allais jamais en sortir parce qu'il m'a appelé toute la nuit. Parce que même si on se prostitue, il y a des actes qu'on ne veut pas, ou à un moment on veut stop, quoi. Et il a pris mes chaussures, le moment où est-ce que je lui ai dit de partir. Il m'a dit non, tu partiras pas. Et j'ai dû aller jusqu'à le menacer avec une arme pour qu'il me fasse sortir. Toi, t'avais une arme sur toi? Oui, on nous en fournissait une. Ce passage-là me hantera toute ma vie. Je pense que... Ouais, j'ai encore les images, c'est pas hyper beau. Et puis des fois, ça peut me revenir des moments peut-être que j'aurais oubliés, qui vont me revenir un viol ou quelque chose que j'ai subi pendant ces passes-là, peut me revenir dans un moment totalement lambda et peut me faire souffrir toute une journée ou une semaine en y repensant. Après mon viol, du coup, le 18 décembre 2020, j'ai pu du tout porter plainte pour plus aucun viol, alors que j'en ai vécu, si je puis dire, une bonne cinquantaine. Il n'y a pas assez de doigts dans ma famille pour compter le nombre de viols que j'ai subis durant cette période. Que ce soit avec les clients, avec les faux amis qui profitaient de la défense pour essayer de gagner un moment avec moi. Pour la soirée du Nouvel An, j'avais décidé d'en finir. Et donc du coup, j'ai passé ma journée au travail, si je puis dire. Et j'ai récolté pas mal d'argent en espérant pouvoir récupérer un max de drogue et essayer d'en finir ce soir-là. Les cartons de LSD que je prenais normalement, c'est une goutte sur le carton. Et à cette soirée-là, j'ai réussi à en trouver des doubles phasés, donc 2 gouttes. Et j'en ai pris 4 comme ça, en espérant pouvoir finir et fermer cette page. Et finalement, j'ai fait un collage où est-ce que je suis restée pendant 15 jours sous l'effet de la drogue. Toute la journée, 24 heures sur 24, t'as l'effet du LSD? Ah, mais toute la nuit aussi. C'est-à-dire que quand tu as du LSD, déjà, tu ne dors pas. Avec les effets de la drogue, souvent sur plusieurs drogues dures, on ne dort pas. Et le LSD, c'est se réveiller en sursaut, croire qu'il y a quelqu'un, voir quelqu'un finalement, se rendre compte qu'il n'y a personne, avoir l'impression de se réveiller dans une chambre ou dans un endroit et en fait se rendre compte que bah non, en fait t'es là où est-ce que tu devais être. C'était d'une extrême souffrance parce que finalement on aime bien la drogue mais j'avais envie de passer à autre chose parce que là ça commençait à devenir très lourd. Je me voyais me dévisser la tête et il y a eu un moment où est-ce que j'ai fait un bad trip suite à la situation. Je me suis vue mourir en fait.
j'ai dit à mes amis, écoutez, là, il faut que je sorte, il faut que j'aille prendre un bain, il faut que je me débarbouille, ça va pas. Et en fait, je passe devant le miroir de la salle de bain et je me vois entièrement grise. Et donc là, je réalise que je suis vraiment dans un état pitoyable. J'ai perdu beaucoup de poids, une 20aine de kilos à peu près. Et donc, je me décide à prendre un bain en réalisant que la situation est grave et qu'il me faut du chaud pour espérer survivre. Finalement, c'est paradoxal. Et donc, je me mets dans le bain, je pose le pommeau de douche au niveau de mon thorax. Et en fait, tout ce qui se passe autour de moi est devenu noir et blanc. Je sors de mon corps, c'est très particulier. Du coup, je me vois sortir et je me vois d'en haut avec le pommeau de douche qui rougit mon thorax et tout le reste qui est autour qui est gris. Et j'avais mis l'eau au maximum en fait en espérant réanimer quelque chose chez moi. J'avais un teint très grisâtre, j'avais perdu toutes mes formes, j'avais plus de seins, plus de fesses, plus rien. Donc je perdais beaucoup mes cheveux, j'avais des grosses rages de dents, donc des trous entre mes gencives. Entre mes gencives et mes dents. Pour payer mes consommations, oui, je me suis mise à faire passer de la drogue. J'ai rencontré encore quelqu'un d'autre, de plus grand, qui avait besoin de faire passer beaucoup de drogue partout en France. Alors que tu venais de faire un bad trip? Ça devait être une semaine après, peut-être, ou quelques jours. Lui, pour le coup, voulait gérer mes consommations, du moins, pour que justement je sois le plus vendable, parce qu'il voulait aussi me prostituer. Donc il fallait que je sois pas trop défoncée pour pouvoir me prostituer correctement. Donc il essayait de gérer mes consommations. C'était pas facile, mais d'un côté, ça m'a aidée tout bêtement. Et donc j'ai fait la mule pour lui pendant un long trajet. Tu faisais passer la drogue comment? En fait, je mettais la drogue, donc c'est des olivettes qui sont grandes comme ça, si je puis dire, que je mettais dans ma cavité vaginale et que c'est souvent comme ça que... Enfin, c'est souvent la technique utilisée, celle que je pratiquais. Et encore une fois, ça te fait pas peur à seulement 17 ans de côtoyer des gens comme ça, des grands dealers, ou même de devoir faire passer de la drogue, de devoir devenir une mule? Non, parce qu'à 17 ans, j'avais comme l'impression d'enfin ressentir une utilité. Je me sentais utile, je rencontrais des gens qui, dans ce monde-là, étaient grands, importants. Et moi, j'avais pas d'amis avant, donc en fait, j'avais une importance parce que j'avais une place dans le trafic. J'avais une place avec ces gens-là. J'avais des gens qui m'envoyaient des messages tous les jours, chose que j'avais jamais vraiment eue finalement. Donc, je sais pas si à cette époque-là, j'étais heureuse, mais presque. En tout cas, je me sentais utile. Et comment tu quittes ce monde de la mule, de la prostitution? Il m'a fallu une discussion un petit peu houleuse avec, si je puis dire, mon supérieur, qui m'a proposé de m'emmener dans un autre pays pour aller me vendre. Et j'ai dit que non, j'ai eu un moment de recul en me disant que non, c'était pas possible. Je me voyais pas le faire et puis je me sentais jeune et trop vulnérable pour le faire. J'ai eu ce moment de conscience-là et lui n'a pas du tout apprécié. Et j'ai été lâchée dans les montagnes avec juste des chaussettes, des tongs et puis habillée comme si j'étais chez moi, sous moins 20 degrés, abandonnée. Donc j'ai dû appeler, prendre contact avec les gendarmes pour qu'on me récupère. Sans jamais rien dire, parce que ça, pour le coup, j'ai jamais rien dit. J'ai jamais parlé à personne de ça, ce qui m'a d'ailleurs causé beaucoup de préjudice avec la justice, la juge. À ce moment-là, les éducateurs voulaient que je rentre, donc ils m'ont donné un billet de train pour que je rentre. Et donc j'ai traversé toute la France en train et je voulais pas m'arrêter là où étaient mes éducateurs. Et je me suis arrêtée un peu plus tôt et j'ai rejoint des amis et avec qui j'ai continué à me défoncer et continué à me prostituer, mais seule, et donc encore plus en danger. Et j'ai découvert une nouvelle drogue qui s'appelle le speed. Donc c'est la cocaïne du pauvre. Et ça, pour le coup, ça a failli me perdre. De ce que j'ai pu essayer de la cocaïne, on sent l'addiction assez rapidement, mais le speed, c'est limite instantané. Et j'ai fini à 5 grammes de speed par jour, donc ce qui est énorme, donc j'ai encore perdu pas mal de poids. Et là, pour le coup, les clients ne voulaient plus de moi tellement j'étais désorientée. Et... Comment tu commences à vouloir te sevrer? Alors, j'ai pas eu vraiment envie de me sevrer. C'est une embrouille avec un ami qui m'a donné envie de partir. Et j'ai profité de ce moment pour partir avec mes 2 sacs cabas et un rat, d'ailleurs, que j'ai fini par acheter avec 10 balles dans ma poche. Et donc, je suis partie avec mon rat, mes sacs cabas, et j'ai pris le train, je l'ai fraudé. J'avais beaucoup d'amendes avec la SNCF. Et je suis partie donc, chez mes grands-parents. J'ai tout quitté, je me suis dit, allez, ça y est, je me mets au vert. Sauf que, étant recherchée par les services sociaux depuis déjà plusieurs mois,
Mes grands-parents ne pouvant pas me garder, m'ont remis aux services sociaux. J'ai été récupérée par les gendarmes, les ambulances, sous ordonnance d'une OPP, ordonnance de placement provisoire, donc assignée par la juge. Aujourd'hui, tu as un casier judiciaire? Non, aujourd'hui, j'ai plus de casier judiciaire parce que j'étais mineure. Normalement, j'ai toujours un casier blanc avec une note qui dit que j'ai pu avoir des tendances addictives. J'ai mes photos, mes empreintes, mais j'ai pas de casier judiciaire. Donc j'ai commencé mon sevrage. Donc au début, j'essayais un petit peu de feinter les médecins parce que finalement, le manque, même si je voulais partir, je le ressentais bien. Donc je suais énormément des mains. La nuit, je me réveillais en me mettant fait pipi dessus, chose qui m'arrivait jamais. Je perdais beaucoup de cheveux, j'avais des très grosses rages de dents toujours, car avec les produits stupéfiants, souvent pour les goûter, on passe comme ça sur la gencive pour voir si ça anesthésie bien. Sauf qu'à force, ça creuse. Et j'en ai toujours des séquelles aujourd'hui. Donc entre la douleur, le manque physique, où est-ce que je sentais tout, mon corps s'atrophier, c'était horrible. Ça a duré comme ça pendant 2-3 semaines. Ça a été finalement assez court, j'aurais pensé que ça allait être plus long. Et puis après, il a fallu le temps d'acceptation, de se dire que c'était pas une vie. Peut-être finalement, je pouvais m'en sortir. Et qu'est-ce qui t'a sauvé? Comme ma désintoxication. Lorsque je l'ai fini, on m'a mis dans un centre d'équithérapie. Donc en fait, c'est la thérapie avec des chevaux. Donc c'était une famille d'accueil qui m'accueillait. J'avais mon petit gîte parce que je vivais seule, mais je mangeais avec eux le matin, le midi, le soir. Et la nuit, j'allais dans mon petit gîte. Donc le matin, on se réveille, on va s'occuper des chevaux. C'est un grand troupeau en plein milieu de la campagne. C'est des chevaux qui, eux aussi, ont une histoire assez compliquée suite à de la maltraitance ou des faits comme ça. Et en fait, ces chevaux-là, de par leur histoire, il y en a forcément un qui va se raccrocher à toi et avec qui ça va se compléter. Donc moi, je vais lui apporter et lui va m'apporter aussi. Et donc j'ai eu cette relation avec une jument qui a été très maternelle avec moi à ce moment-là, au moment où est-ce que je sentais que mes parents voulaient me lâcher. Et donc ça m'a énormément aidée et elle m'a sauvé la vie. Tu reparles à tes parents aujourd'hui? Oui, avec mes parents aujourd'hui, on a une relation géniale. Mon père, je lui ai écrit une lettre récemment en lui expliquant que je m'excusais pour le mal que j'avais pu faire à ma famille, parce qu'il est vrai que j'en ai fait beaucoup. Il a accepté ma lettre, il a été touché visiblement, et avec ma mère, on a une relation toujours aussi fusionnelle. Avec ma sœur, on s'est encore plus rapprochés. Cette partie-là de notre vie est un petit peu taboue. Il est vrai qu'elle peut ressortir, mais on évite quand même. T'as déjà rechuté? Alors oui, les médecins m'ont tout de suite dit que j'avais donc développé une toxicomanie sévère. Donc ça atteint une case du cerveau qui sécrète des cases pour la dopamine, pour recevoir de la drogue synthétique, enfin de la dopamine synthétique, pardon. On m'avait dit qu'à ce stade-là, il était possible de rechuter et que c'était pas grave, que ça faisait partie de la guérison. Et j'ai rechuté, oui, 5 fois en 2 ans. Donc récemment également. Et ça a été un gros moment de doute dans ma vie, parce que j'ai repris l'école récemment, chose que j'avais arrêtée pendant 5 ans. Suite au harcèlement scolaire que j'ai pu vivre, j'ai développé une énorme anxiété sociale. Le fait de se relancer dans tout ça, ça m'a fait perdre un petit peu mes moyens. Donc oui, j'ai rechuté, et bien, parce que j'ai racheté de la drogue, chose que je n'avais pas fait depuis ma désintox. Toutes tes anciennes connaissances, par exemple la personne avec qui tu faisais la mule, la personne qui te prostituait, est-ce qu'ils ont essayé de te recontacter par la suite? Oui. Alors, ces personnes-là ont essayé de me recontacter plus d'une fois, mais plus d'une fois, je leur ai dit que je n'étais plus intéressée par ce travail-là, que j'avais décidé de changer, de tourner la page. Et j'ai fait en sorte de me couper au maximum des personnes avec qui je pouvais prendre de la drogue. Même si c'était des gens que j'aimais bien, je voulais plus rester dans ce monde-là. Je voulais plus être accrochée à ça. T'as seulement 20 ans. Ouais. Tu te mets quand même assez à nu. Tu parles de cette histoire qui est quand même assez difficile. Ouais. Pourquoi tu voulais faire cette émission? Si je voulais faire cette émission, c'était avant tout pour faire de la prévention, parce que ça peut arriver vite. Alors autant de la prévention pour les jeunes, parce que fumer, finalement, ça peut amener vers d'autres tendances, et surtout des tendances addictives. Il y a aussi le harcèlement, ça part vite très loin. Il serait temps que le corps enseignant et politique prenne des vraies décisions. Idéalement, dans la suite de mon histoire, j'aimerais pouvoir intervenir dans des écoles pour informer sur le harcèlement, pour informer sur les tendances addictives. Pourquoi pas écrire un livre aussi, mais ça prend du temps. Et avec les trous que j'ai, c'est pas facile. J'ai quelques petits projets qui, j'espère, pourront être réalisés par la suite. Et puis, il y a toujours une belle fin derrière un tas de mauvais nuages.
si je puis dire ça comme ça. Pour finir, tu veux faire quoi plus tard? T'as rencontré quelqu'un, par exemple? Oui. Alors plus tard, j'aimerais aller loin avec cette personne avec qui je me suis fiancée. Cette personne qui a accepté dès le soir même où est-ce que je l'ai rencontré. C'était pas censé être sérieux et finalement, je lui ai dit écoute, si tu veux qu'on se connaisse plus longtemps, il faudrait d'abord que tu saches ce qu'il en est de mon passé. Et il a accepté de suite. Forcément, c'était pas simple. Il y a encore des choses qui pour lui sont difficiles, mais on se complète. Et c'est mon soutien, pour toujours. Est-ce que s'il regarde cette émission, il va découvrir quelque chose? Non. Non, il sait vraiment tout. Il y a toujours eu des moments très durs. Il y a eu un moment où est-ce qu'on avait un rapport. Et à ce moment-là, j'ai eu un flash de viol. Et lui, du coup, était en première ligne à ce moment-là. Et ça lui a fait énormément de mal. Parce que lui, ça l'avait traumatisé. Il avait eu l'impression d'être le violeur, en fait, que j'ai eu dans mon flash à ce moment-là. Il y a des moments durs pour lui, tout n'est pas facile, mais on s'en sort. Merci beaucoup, Lisa. De rien.